Il y a une question... Oui, mais je l'ai intercepté. Ah, vous avez repiqué le micro. Je l'ai intercepté une seconde, non, mais pour intervenir doucement dans le débat entre Bruno et Daniel sur... Daniel, dans la presse régionale, il ne faut pas confondre faits divers et information locale. Nous, vu de Paris, on a l'impression qu'une information locale est un fait divers, mais le fait divers dans la presse quotidienne régionale n'est pas forcément triste. À savoir qu'il y a une rubrique qui est sûrement la plus lue dans la presse quotidienne régionale que tu n'as pas citée, qui est la nécro, la rubrique nécrologique, et que ça n'a rien de triste. C'est de l'information locale et de proximité. C'est comme les viols, c'est de l'information locale. Ça rentre dans la catégorie information locale. C'est égalitaire, la nécrologie. C'est la seule page d'un journal qui soit absolument égalitaire, sans contradiction entre ce qu'on en dit et la réalité. Bruno, le micro. Ah ben, si, non, on ne réagit pas. Il faut partager ce que vous pensez avec le public. Non, même pas, parce que la taille du pavé n'est pas la même en fonction des moyens que l'on a ou qu'on laisse à ses descendants. Pierre ? Oui, moi je travaille sur la question du climat. C'est pour ça que ces histoires d'optimisme et de pessimisme me font beaucoup réfléchir. Je voudrais juste faire écho aux propos de David Abiker, d'une part sur le plan politique et d'autre part de François Livonnès sur le plan philosophique. Sur le plan politique, je pense qu'il y a une évidence, c'est que, enfin, dans l'histoire des idées politiques en tout cas, c'est que le pessimisme c'est plutôt un truc de droite et l'optimisme plutôt un truc de gauche. C'est-à-dire en gros l'idée qu'on peut changer les choses, c'est une idée de gauche, et l'idée qu'on ne peut pas les changer, que tout ça dépend finalement des inégalités naturelles, hein, en gros, et qu'on ne pourra pas changer la nature humaine, c'est une idée de droite. Le paradoxe, c'est que ça se retourne, parce qu'au nom justement de ce prophétisme, en quelque sorte, de la gauche, on dénonce effectivement le mal présent dans l'idée de le guérir, et que donc on donne une espèce d'image pessimiste à la gauche, parce que sa caricature par les médias, c'est justement cette espèce de tendance victimiste insupportable que vous avez très bien décrite. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour ma part, en tout cas, je ne suis pas prêt à acheter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y a une caricature insupportable, mais un peu comme sur le sujet du politiquement correct. Vous savez, on s'est beaucoup moqué du politiquement correct pour sa caricature. Enfin, il n'empêche qu'à l'origine, il y a le fait qu'on dit, bah ouais, c'est insupportable de supporter des... Enfin, c'est pas possible de supporter des blagues ethniques et machistes partout. Alors, bien sûr, ça finit par se transformer en une caricature, mais il y a quelque chose de juste au début. De même qu'il y a quelque chose de juste dans le fait de dire aux gens, oui, nous savons que c'est quand même pas très facile pour vous. Il y a quelque chose de plus juste, en gros, que plutôt de dire... Bah, donnez-leur donc de la brioche, vous voyez ce que je veux dire, pour prendre l'autre caricature. Et de ce point de vue-là, je renvoie les deux caricatures dos à dos. Car à la caricature victimiste, que vous avez très bien dépeinte, moi j'opposerais bien la caricature de l'optimisme insupportable et gluant, par exemple, qu'on voit dans une certaine vision de l'Amérique. Vous voyez ce que je veux dire, ce côté, on va tous les avoir, vous inquiétez pas, il suffit de pomper plus fort, ça va marcher, on est les meilleurs, etc. etc. C'est tout aussi lamentable. Tout aussi lamentable. Sur le plan philosophique, je pense que c'est incroyablement juste ce que vous dites sur la difficulté d'adopter une posture philosophique. Je pense qu'il y a en plus une raison pour laquelle c'est plus difficile pour nous autres de cette époque que pour les philosophes que vous avez cités, c'est que on est condamné à la trouver en tant que posture philosophique, en tout cas en Europe, en tout cas dans un monde occidental, désenchanté. Parce qu'on n'a pas la religion. Et donc nous n'avons que, sur le terrain de la pensée en tout cas, nous n'avons comme solution que de trouver la posture philosophique. Et donc c'est incomparablement plus dur que ça l'était pour Leibniz, révérence gardée envers le bon maître, mais, ou pour Kant, ou pour tous les autres. Et donc comment faire, quoi ? Et c'est un des vrais défis pour les philosophes, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se mettent à un autre genre d'exercice, où finalement ce qu'on attend d'eux, c'est quelque chose d'autre, quoi. Alors comment faire, monsieur Livonnès, à part se toucher des bonnets ? Vous voyez quel est le programme pour tant de détresse. Non, votre remarque est juste. Ça pose le problème de l'absence d'une caution transcendante. Ça, c'est Dostoïevski. Hein. Donc, notre époque ne découvre pas cela. C'est le problème de l'absence, au fond, d'une transcendance qui permette de fonder les valeurs. Mais vous savez, ce que vous dites est intéressant parce que
le fameux tremblement de terre de 1755, certains diront que ça va ébranler la question même du fondement. C'est-à-dire que métaphoriquement, on se posera la question de savoir, mais est-ce que la question du fondement a un sens ? Sinon, j'ai envie de terminer par la phrase célèbre d'Hölderlin qui disait « Attendons que l'absence de Dieu nous vienne en aide ». Donc attendons ensemble. Messieurs, David ? Moi, je voulais questionner un événement de cette année, mais pas l'événement au sens tremblement de terre, encore que ça a été un tremblement de terre dans le cinéma français. C'est les 20 millions d'entrées d'Intouchables. Avant que ça devienne le film à 20 millions d'entrées et qu'on puisse le critiquer, ça a été un film qui enchantait les salles, et je l'ai vu, moi, au bout d'une semaine ou de 2 semaines, et on applaudissait encore, et il n'y avait pas cette condescendance blasée, comme quoi c'était un film ceci, un film cela. Je me pose la question, je me dis, pourquoi le message ? Parce qu'on peut considérer qu'un film est une suite de messages et de choses signifiantes qu'on envoie vers un public, et le public réagit. Qu'est-ce qui fait que ce message-là a été si fédérateur ? Qu'est-ce qui fait qu'une histoire de handicapé qui ne peut pas bouger et à peine parler, et de gars issus des cités qui piquent des œufs Fabergé quand il va chercher un job, qu'est-ce qui fait que cette mayonnaise a fonctionné ? Alors pas entre les 2 personnages, mais entre ces 2 personnages et ce tandem, même si le tandem humoristique est un grand classique du cinéma français, mais celui-là et sa connotation sociale, politique, qu'est-ce qui fait que ça a séduit les Français ? Parce qu'Intouchable est un film considérablement optimiste, puisqu'il montre qu'un type qui est tétraplégique et un black qui n'a rien à gagner dans l'existence peuvent gagner des choses dans l'existence. Qu'est-ce qui fait que cet optimisme de bande dessinée, scénarisée, il a séduit 20 millions de personnes ? Parce que pour moi, un des messages politiques que les Français ont adressé cette année, ils ne l'ont pas nécessairement adressé à travers les urnes, mais ils l'ont adressé à travers le ticket de cinéma qu'ils ont acheté pour aller voir Intouchable. Et quand je suis sorti du truc, j'étais avec mon épouse, je lui ai dit, il faut que les politiques aillent voir ce film. Il faut qu'ils regardent le succès de ce film comme des auditeurs ou des enquêteurs ou des sondeurs. C'est-à-dire qu'ils aillent questionner cette réussite, puisque la réussite d'Intouchable est quand même liée aux gags, mais pas seulement. Elle est liée à un bonheur entre les gags qui est quelque chose de très très particulier finalement. Alors ensuite on a eu toutes les polémiques, comme on avait eu pour Amélie Poulain, que c'était un film ceci, un film cela, Libération évidemment à critiquer, etc. Mais quand même, il y a un phénomène de masse sur un alignement de valeurs pendant 1h30 ou 1h40, avec des questions de mixité, des questions d'inégalité, de quelqu'un qui est planté dans un fauteuil. Il y a plusieurs entretiens de recrutement dans ce film. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans le film qui rappellent ce qu'on vit tous les jours. Et pourquoi les Français en ont fait une réussite et pourquoi ils l'ont plébiscité, ça m'intéresse, parce que l'optimisme, il est peut-être aussi là, dans la façon de projeter l'optimisme et de dire eh ben, tout n'est pas perdu, nous, on plébiscite un film comme celui-là. Mais vous y avez tous répondu plus ou moins, ces liens et proximité. Et merci d'avoir cité Intouchable et pas The Artist, qui est très chiant comme film. Voilà. Mais l'histoire d'Intouchable, c'est une histoire de relations humaines, de proximité, de solidarité. Alors peut-être je suis obligé d'y aller dans. De toute façon, on doit 3 minutes, arrêter. Donc, je ne vais pas faire de conclusion, on a commencé en mais retard, juste mais je dois peut-être finir à 14h. Pour essayer de reboucler ce que je dis depuis tout à l'heure. Je pense que le monde que les médias nous décrivent, on n'en a pas envie. On y va parce que, par voyeurisme, par intérêt, par volonté de vivre ensemble des grandes émotions communes. Mais ce qu'on a envie, c'est d'un monde dans lequel les gens s'aiment. On a envie du paradis. On n'a pas du tout envie du monde qu'on nous décrit. Donc dès qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous propose un modèle, une histoire dans laquelle on se retrouve, finalement, on est des grands frustrés. C'est ça qu'on a envie de vivre. Et ben on y va parce qu'on adhère. On a envie de ça en réalité. Peut-être que le monde dans lequel on est sur Intouchable et sur le 2.0 qui nous amène montre qu'on attend beaucoup moins, on n'attend plus finalement des grandes institutions, d'une pensée verticale, des hommes politiques. On attend moins du Messie qui va nous donner la bonne direction, et qu'on est chacun pris par la capacité de réussir sa propre vie, et que l'esprit de responsabilité est quelque chose qui a fait son chemin. On est chacun là
quand on voit qu'il y a 250 000, maintenant près d'1 million d'auto-entrepreneurs en France, on est chacun dans la volonté de concrétiser sa propre vie. Sauf que c'est peut-être un peu compliqué de se retrouver dans le vide avec sa propre destinée devant soi, ce qui rajoute encore peut-être à l'insécurité.